Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et l'invité du 7-9 ce matin est Mathieu Nicole. Il est secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct, je l'en remercie. Bonjour Mathieu Nicole. Bonjour. Alors on va parler ce matin de questions sanitaires, puisque vous travaillez également dans le milieu hospitalier, en plus de votre charge syndicale. Milieu sanitaire aujourd'hui qui est un petit peu en ébullition, puisqu'on voit des problèmes avec la vaccination obligatoire pour les personnels de santé. Certains ne souhaitent pas être vaccinés. Comment vous recevez ça, vous, en tant que syndicat, en tant que représentant d'un syndicat ? D'abord, c'est vrai qu'il faut se rappeler la position de la CGT depuis le mois de juillet, depuis le début juillet, les annonces de M. Macron. La CGT est pour la vaccination. C'est inscrit dans ses statuts. Elle est pour le progrès médical et la protection des salariés. Donc évidemment, la CGT est pour la vaccination. Ceci dit, la loi du 5 août, la CGT s'est exprimée également contre cette instauration du pass sanitaire qui, ne nous voilons pas la face, instaure une obligation quasiment obligatoire pour tous ceux qui veulent vivre normalement. Mais en plus de ça, donc dans le sanitaire, nous avons évidemment l'obligation vaccinale qui a été annoncée en début d'été. Alors je dirais qu'il y a une frange très minoritaire, très marginale des agents de la fonction publique, ou en tout cas des salariés en général dans le sanitaire sur la région Bretagne, également sur le département des Côtes-d'Armor. Nous, clairement, notre position, c'est d'essayer de faire en sorte que cette obligation, ce pass sanitaire, ne soit pas appliqué stricto sensu dans les établissements, puisque nous avons on peut quand même constater qu'il y a des agents et des salariés qui ont pris la décision de ne pas se vacciner, en effet, comme vous l'aviez dit. Et ces gens-là, on se doit de les accompagner auprès de leur employeur, de leur direction, pour négocier ou atténuer en tout cas les sanctions qui sont proposées, qui sont annoncées. Alors il faut savoir que d'un établissement à l'autre, les choses changent énormément. C'est que il y a une grande disparité dans l'application du texte. Moi je parle pour la fonction publique hospitalière, les établissements dont j'ai eu écho pour l'instant, c'est on va dire une largesse de la part de la direction qui préfère se donner du temps pour convaincre les agents d'accepter la vaccination, ce que je trouvais être une stratégie plutôt intéressante, qu'il aurait fallu que M. Macron applique dès le début de l'année. Et puis il y a des établissements plutôt dans le médico-social et à but non lucratif, où là par contre du jour au lendemain les notes de service ont plu dans les services pour annoncer que dès début août il fallait démontrer le démarrage d'un parcours vaccinal. Donc là, c'est vrai que c'est à nous aussi d'être attentifs à ce que l'on remonte du terrain. Donc on a organisé, nous, un suivi à l'échelle du département. On a demandé à ce que tous les syndicats nous remontent les situations particulières de salariés qui sont mis à pied. Donc c'est déjà le cas, hein. On a déjà des retours de mise à l'écart de salariés avec suspension du contrat. Et donc après, à nous d'échanger avec la personne sur les conséquences que ça peut avoir sur la vie de famille, et puis de voir un petit peu, de rencontrer la direction pour vraiment peser la gravité de la sanction vis-à-vis du service à rendre. Il y a un petit peu finalement une sanction à deux vitesses, hein, vous signaliez, Mathieu Nicole, ces établissements qui essaient de privilégier le dialogue, donc, et puis des établissements comme certains établissements médico-sociaux, entre autres, qui eux sont plus ferme, on va dire, dans la sanction. Alors des sanctions, quand même, une mise à pied, c'est pas anodin. Comment accompagner le salarié? Alors, outre essayer de dialoguer, peut-être, d'essayer de le convaincre, mais comment accompagner le salarié pour que il puisse vivre quand même à côté? Alors, la difficulté, elle va de là. Donc, c'est vrai que c'est dans un contexte en plus où finalement, même en pesant les conséquences gravissimes qu'il peut y avoir sur la vie de famille, il y a quand même la fin du mois à tenir. Des personnes qui avaient une vocation et qui se voient vraiment contraintes par choix personnel à se faire suspendre. Ce sont en plus, là je citais le secteur du médico-social et du non lucratif, c'est un secteur qui en plus de cela des salariés à qui on a dit, rappelez-vous l'année dernière, vous n'aurez pas la revalorisation du Ségur, vous ne faites pas partie des accords du Ségur puisque vous n'êtes pas du sanitaire. On pense aux aides médico-psychologiques, on n'en parle pas beaucoup. Énormément de
professions qui ont été mises de côté, mais même du personnel soignant, hein, qui dépend de conventions qui ne sont pas les mêmes que dans la fonction publique hospitalière, qui ne dépendent pas d'établissements sanitaires. Et du coup, ces gens-là, on leur a dit l'année dernière, vous ne toucherez pas le Ségur puisque vous n'êtes pas dans le soin à proprement parler. Et puis finalement, cette année, on leur dit, eh ben, si vous êtes dans le soin, vous allez devoir vous faire vacciner comme les autres. Donc là, il y a deux poids, deux mesures aussi. Justement, Mathieu Nicole, est-ce que là, il n'y a pas un travail à faire à la lumière de ce qui se passe, à la lumière de cette crise sanitaire dont on n'est pas encore sorti, il ne faut pas se tromper, justement pour améliorer les conventions de ces établissements et des salariés qui travaillent dans ces établissements, qui finalement, là aussi, on a l'impression un peu d'un deux poids, deux mesures. Il y a énormément de progrès à faire. C'est vrai que depuis des années, la CGT a pris position pour revaloriser les salaires dans ces secteurs du médico-social, parce qu'en effet, j'ai dû peut-être déjà en parler ici, mais il y a énormément de catégories professionnelles dans ces secteurs qui en fait ne touchent pas le SMIC en salaire de base, et donc ont une prime de rattrapage donc obligatoire pour atteindre le salaire minimum. Et donc cette prime en fait elle diminue au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière. Leur salaire de base augmente, mais du coup la prime diminue pour qu'ils restent au SMIC. Donc en fait, au bout de 15 ans de métier, ils sont toujours au SMIC. Alors demandez à ces gens-là, dire à ces gens-là qu'en 2020, on vous revalorise pas, mais par contre, on vous impose la vaccination, c'est pas entendable. Donc il faut pas s'étonner qu'après, les gens se braquent et finalement, qu'il y ait un refus de se faire vacciner, parce que la situation, c'est pas des gens qui sont, c'est pas des gens idiots. Enfin, on est soignants, on a fait des études pour ça, on n'est pas idiots, on sait bien que la vaccination a un intérêt. On le voit dans les courbes qui sont mises à disposition. C'est uniquement que là, il y a vraiment une opposition frontale à la gouvernance de Macron, à sa stratégie. Il a fait un choix d'être brutal en juillet, alors que ça faisait quand même des mois qu'on nous parlait déjà qu'il serait peut-être plus prudent en tout cas de développer un système de passe sanitaire. Ça faisait des mois mais en fait finalement tout le printemps ça a été on ouvre les vannes, on permet à l'économie de repartir, et puis en juillet, Macron s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, et donc brutalement il impose le passe sanitaire. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner que les gens après s'opposent à cette situation. C'est beaucoup aussi, c'est pas toujours par crainte du produit en lui-même, des fois c'est par principe, parce qu'on nous force à faire quelque chose qu'on aurait peut-être pu faire à la base, mais qu'on ne fera pas finalement parce que c'est Macron qui a pris la décision. Voilà, c'est un geste politique, enfin en tout cas une interprétation politique pour beaucoup de ces personnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Oui, alors c'est pas la généralité bien sûr. Moi je suis prudent là-dessus, parce qu'on a quand même énormément de la minorité des agents et des salariés qui veulent pas se faire vacciner. C'est aussi par crainte de développer des effets secondaires, puisque vous avez maintenant le problème, les réseaux sociaux ont donné la parole à une frange de la population qui raconte tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'il suffit qu'on soit un petit peu sensible à ce qui se raconte, et puis il y a ça qui joue aussi. Mais on va dire qu'il y a un petit peu de tout dans ces oppositions à la vaccination, mais il y a une partie, c'est politiquement une prise de position contre le gouvernement, sans prendre en compte ce qui a été dit avant par le comité scientifique. Et puis il y a aussi une crainte pour certains de développer des effets secondaires. Alors Mathieu Nicole, justement, comment faire son rôle, exercer son rôle de syndicat, d'aller discuter avec les salariés, d'aller les rassurer quelque part aussi, peut-être aussi politiquement parlant, alors qu'on a effectivement ces réseaux sociaux qui déversent chaque jour beaucoup de fake news, de fausses informations, pour le dire en bon français. Malheureusement, c'est un peu la même chose que dans notre vie personnelle. C'est que dans mon environnement personnel, j'ai aussi des personnes qui sont sensibles à ce type de réseaux sociaux, avec aucun recul sur ce qui est dit, sur ce qui est balancé, sur ce qui est écrit. Et puis au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est de relativiser un petit peu les informations quand on peut le faire, parce que c'est pas évident. Nous, ce qu'on rappelle souvent, c'est de se baser sur les chiffres ne mentent pas. Vous allez sur le site gouvernemental officiel qui tous les jours met à jour les taux d'incidence et les taux de décès dus au Covid. Il n'y a pas photo, la quatrième vague qu'il y a eu au mois de juillet, donc on a vraiment connu une grosse vague avec des contaminations qui ont dépassé un petit peu les projections. Mais quand on regarde en dessous la courbe des décès, il y a quasiment
Enfin, il y a énormément moins de décès qu'il y en a eu pour la troisième vague. Donc c'est que forcément le vaccin, on voit qu'il est quand même efficace. Il y a eu des contaminations, des clusters dans des maisons de retraite dans le secteur ici, avec quasiment une trentaine de résidents de contaminés, pas une seule hospitalisation, ils étaient tous vaccinés. Et même chose pour les agents qui y travaillaient. Donc c'est que quelque part la vaccination, c'est pas quelque chose d'inefficace. Donc on apporte des arguments, mais on peut pas quelqu'un qui va être là, je prends vraiment l'extrême, mais quelqu'un qui va être de nature plutôt complotiste, là, on n'a pas. Les échanges sont vraiment pas faciles parce qu'ils sont butés sur un type de raisonnement, puis avec des raccourcis. On fait le complotisme, c'est la particularité, c'est de faire des raccourcis, donc c'est pas évident. Alors ça nous amène aussi à une autre posture politique, justement les anti-vax. On les a vus sortir de l'ombre, défiler dans les rues avec parfois quelques formations politiques. On pense par exemple à Monsieur Philippot. Est-ce que au moment où, alors là on va parler un petit peu de politique politicienne, si vous me le permettez, Mathieu Nicole, au moment où on va aborder une séquence électorale, enfin des séquences électorales avec la présidentielle et les législatives, ça se crispe un petit peu. Comment là aussi un syndicat tel que la CGT se situe pour essayer un petit peu allez, j'allais dire d'endiguer ce phénomène des anti-vax et des complotistes? Clairement, nous, la position que l'on a tenue depuis le mois de juillet, depuis que les mouvements du samedi après-midi ont pris de l'ampleur sur le département, et sur tous les autres départements, c'est que la CGT a pris la parole, et donc notre commission exécutive au département a décidé de ne pas assister à ces rassemblements du samedi, parce qu'il était hors de question de défiler avec des partis des mouvements politiques d'extrême droite, dans lesquels certaines personnes y ont participé sans vraiment réaliser qui étaient les personnes organisatrices de ces rassemblements, et la portée politique finalement que cela pouvait avoir. Des gens qui estiment que tout le monde a le droit de se mobiliser ensemble pour une même cause. En ce qui n'est pas le cas de la CGT, on a toujours refusé de mettre tout le monde dans le même panier. Donc nous on reste ferme sur nos positions, on n'a pas voulu manifester avec eux. Bon, il y a quand même un collectif citoyen à consonance de gauche quand même qui s'est mis en place sur le département, qui essaye régulièrement, quasiment tous les samedis également, de se mobiliser. On voit que la portée n'est pas la même. On a quand même encore du mal ils ont du mal, en tout cas j'ai l'impression, à mobiliser, à attirer les foules, parce que les gens sont toujours attirés par là où il y a le plus de monde, mine de rien. Bon, nous de notre côté, au vu de ce qui se passe sur le département, on ne regrette vraiment pas notre position. Nous, ce que l'on communique, ce que l'on porte, c'est que cette histoire de vaccination, de pass sanitaire, c'est un écran de fumée devant ce qui se passe. C'est que on ramène à une responsabilité individuelle des problématiques de gestion de santé, des choix politiques qui remontent à des décennies. Et c'était l'objet de la mobilisation que la CGT avait lancée dans le secteur de la santé le 14 septembre dernier, avec un rassemblement devant l'ARS. C'était de rappeler que n'oublions pas ce qu'il y a à côté, des fermetures de lits, des fermetures de services, une gestion capitalistique du système de santé. Là, il y a le rapport Rossetti qui est tombé, donc un expert en santé de l'ARS qui est depuis le début de l'été mobilisé pour établir des rapports pour diminuer drastiquement l'offre de soins sur le département. C'est problématique. Donc il y a le projet de fusion Lannion, Guingamp, Paimpol, où ça y est, donc on condamne le bloc opératoire et la maternité de Guingamp, alors qu'on avait réussi à la sauver il y a 2 ans. Et puis il y a aussi ce projet qui regarde maintenant l'établissement de Saint-Brieuc avec Paimpol et un autre établissement, j'ai plus le nom. Enfin bref, donc toujours est-il que ça, Paimpol et Tréguier. Enfin toujours est-il que ça, voilà, ça bouillonne. Il y a des projets de fusion d'établissements avec des répercussions sur le nombre de lits, sur le service rendu, sur la proximité. La CGT, elle se bat pour des hôpitaux de proximité. Tout ça, en fait, c'est complètement balayé et occulté par ce qui se passe depuis le début de l'été. C'est un coup à la Macron, ça. Est-ce que finalement on sacrifie là encore la santé au profit bien des économies et peut-être de la rentabilité? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Alors ça, ça fait partie du contrat européen que la France a signé malgré l'avis de la population il y a déjà pas mal d'années, mais c'est ce qui se passe avec la Poste, c'est ce qui se passe avec la SNCF, c'est ce qui a commencé à se passer avec les énergies électriques et gazières. Bon, heureusement, pour ce qui est du projet Hercule en début d'été, et grâce aux mobilisations des copains de la CGT depuis 1 an, le projet a été abandonné. Mais alors le projet Hercule, en 2 mots, pour nos auditeurs. C'est de fractionner l'entreprise en fait en différents secteurs, donc par couleur, le vert, le bleu, et en fait quelque part c'est de privatiser tout ce qui est rentable.
Privatisation d'EDF. Voilà, tout ce qui est rentable, tout ce qui rapporte de l'argent est privatisé. Par contre, tout ce qui entretient, tout ce qui est coûteux est dans le public. C'est ce qui se passe exactement avec la SNCF depuis des années. C'est qu'on privatise tout ce qui rapporte de l'argent et on laisse dans le giron du public tout ce qui est coût d'entretien, gestion, enfin voilà. Donc, il y a des régions, on pense à la région PACA qui choisit déjà de faire rouler des trains. Oui, exactement. Vous avez un exemple, c'est déjà on verra si ça fait baisser les prix des billets, mais le problème c'est qu'on constate que pour ce qui est de l'énergie, en tout cas, ça marche pas. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout à fait ça. Alors c'est au prix de la concurrence, non faussée, demandée par l'Europe. Et donc le service public, la France est-elle le seul pays à avoir un service public de qualité. Donc on le détricote, on le détruit petit à petit. Et la santé en fait partie. Donc évidemment, on fait tout pour que finalement le privé s'imbrique dans le système de santé et prenne au fur et à mesure la place du public. Alors le public, le privé, toujours ces grandes oppositions, ces grands choix politiques aussi. On entend aussi des candidats, là encore, ça nous ramène à la politique. Je pense à Madame Le Pen, je pense à un candidat, on pourrait dire putatif, Monsieur Zemmour, qui préconise une privatisation de l'audiovisuel public. Est-ce que là aussi ça vous hérisse, si j'ose dire? Bien évidemment. Mais Monsieur Zemmour, si jamais un jour il devait franchir les étapes de la présidentielle pour arriver au dernier tour, on aurait à s'alarmer, puisque Monsieur Zemmour a prévu de sucrer des subventions pour énormément d'associations, de syndicats, et je dirais presque museler la parole. Donc c'est vrai que laisser l'expression uniquement au secteur privé serait quelque chose de dramatique. C'est une idéologie qui est beaucoup plus grave. Mais bon, le problème c'est vrai qu'il a des sujets de prédilection, mais par contre on va lui parler de la dette publique, on va lui parler de sujets des retraites, on va lui parler de choses pour lesquelles par contre il va être un petit peu sec sur ses arguments, parce que il a tout centré, tout axé sur certaines idées. Alors justement, là encore, la réforme des retraites, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des concertations en cours? Est-ce qu'il y a encore possibilité de changer des choses? Alors là, les négociations n'ont pas repris, il y a eu juste des effets d'annonce. Les organisations syndicales nationales ont rencontré par contre le 2 septembre Jean Castex pour échanger sur les annonces qui ont été faites pendant l'été, n'est-ce pas, notamment sur l'application de l'assurance chômage malgré le report du Conseil constitutionnel et malgré l'opposition d'une grande majorité du monde du travail. Et puis donc pour aussi revenir sur la réforme des retraites qui a été réévoquée par Bruno Le Maire pendant l'été également. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négociation. Tout ce qu'on sait, c'est que ce ne sera pas finalement une réforme systémique comme ils avaient prévu de le faire, mais ça restera une réforme paramétrique avec un recul de l'âge de départ à la retraite, toujours le même, avec les mêmes excuses, les mêmes projections sur un déficit de la caisse de retraite. Mais tout ça, ça part du même principe de non-partage des richesses, parce que vous avez quand même pas été étranger au fait que pendant la crise sanitaire, le CAC 40 s'est enrichi de plus de 30%. Oui, et qu'à côté de ça, pourtant, le gouvernement avait injecté des milliards d'euros dans l'économie en France et a prévu en plus un plan de relance de 100 milliards d'euros, là qui commence à ruisseler. Enfin, il ruisselle pas grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, on a déjà touché 40 milliards. Enfin, voilà, d'un côté, on injecte de l'argent public et puis de l'autre côté, les bénéfices du CAC 40 enflent et puis les actionnaires se voient verser énormément de dividendes. Et on voit la précarité qui augmente. Alors chez les salariés pauvres qui dorment parfois dans leur voiture et qui n'arrivent pas forcément à payer leurs factures. On parle d'une augmentation d'énergie prochaine. On y faisait allusion dans la revue de presse, 10% en janvier, alors que l'UFC Que Choisir, par exemple, tire la sonnette d'alarme en disant attention, les Français ne pourront plus payer leur électricité, on va avoir une explosion des impayés. Est-ce que là aussi un syndicat tel que la CGT peut peser, peut-être en intersyndical avec les autres syndicats? Est-ce que vous pouvez peser sur des décisions comme ça? Alors au niveau national, là c'est plutôt à l'échelon national, c'est vrai que mais là par contre constamment il y a des prises de position, des rencontres selon les sujets avec les différents ministères, tout à fait. Il y a régulièrement on va dire que les organisations syndicales représentatives du personnel régulièrement dans l'année rencontrent les ministères concernés par les préoccupations qui nous concernent, et puis en effet prennent des positions et demandent, parce que là, il faut savoir que la CGT elle a des propositions, on a des repères revendicatifs qui sont accessibles en ligne sur internet, dans lesquels en fait il est question du droit au travail pour tous, du droit à l'énergie pour tous, du droit au logement pour tous, de l'égalité femmes-hommes. Enfin il y a énormément de sujets comme ça que l'on porte, pour lesquels il y a toujours un état des lieux de fait, comment on y arrive, et puis les propositions de la CGT. Donc on est
est porteur de propositions pour tous ces sujets. Après, c'est toujours on n'est jamais dans on n'a pas la même vision du partage des richesses que ceux qui nous gouvernent. Donc forcément, il y a toujours un blocage. On a l'impression justement qu'aujourd'hui les Français, les Bretons, on a un petit peu ras-le-bol et se tournent justement vers en tout cas on le voit aux élections, se tournent vers des partis tels que l'extrême droite pour protester. Comment expliquer, comment ramener, j'allais presque dire dans le giron de la République, ces personnes qui font d'autres choix? Alors nous on a fait le choix de la formation. On pense qu'il n'y a que par l'explication, la formation et l'échange qu'on peut, pas, c'est pas convaincre, mais qu'on peut ouvrir un petit peu, conscientiser les gens sur les choix qu'ils ont fait ou qu'ils font ou qu'ils ont l'intention de faire. Parce que encore une fois, c'est faire le choix de l'extrême droite, c'est faire le choix des raccourcis. Et en fait, en plus de ça, ils ont quand même une stratégie particulière depuis des années, c'est qu'ils utilisent le même vocabulaire que la CGT notamment, avec des mêmes arguments, mais c'est la façon de faire derrière qui n'est pas bonne, en tout cas les idées d'application qui sont pas bonnes. Nous, en fait, on a un devoir de formation auprès des salariés et puis de la population générale. Donc on a prévu, nous, sur le département, d'organiser des conférences, des débats pour lutter contre les idées d'extrême droite. On va essayer d'en organiser une en fin d'année ou début d'année prochaine, et puis auprès même de nos militants qui des fois sont en difficulté sur leur lieu de travail parce qu'il faut réussir à argumenter face à quelqu'un qui vous balance des vérités toutes faites avec des raccourcis qui sont difficiles à contrebalancer quand on n'a pas les arguments derrière. Il est toujours plus facile de balancer des bêtises que de lutter contre, et donc on a prévu, on a fait un plan de formation dans lequel on a intégré ce type de stage de lutter contre l'extrême droite. Ouais. Alors aujourd'hui, on remet au goût du jour un petit peu, en tout cas sur le papier, l'éducation populaire. On s'était éloigné de cette éducation populaire, et là aujourd'hui il y a une forte demande. Alors beaucoup de milieux associatifs d'ailleurs qui fait remonter ce besoin d'éducation populaire. On se souvient il y a encore quelques années des syndicats, des partis politiques de gauche évidemment très souvent qui s'impliquaient dans cette éducation populaire. Là aussi, est-ce qu'il y a j'ai presque dire, pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu trivial, une carte à jouer pour la CGT? Alors moi je suis pas spécialiste de l'histoire, mais des camarades de l'Institut d'histoire sociale vous diraient que la CGT est à la base, il y a un demi-siècle de ça, de l'éducation populaire. Elle a instauré énormément de techniques, de lecture de livres communes, de porteurs de parole, de choses comme ça, donc dans des salles, les maisons du peuple à l'époque. Et finalement, en quelques décennies, on a complètement perdu la pratique de ces outils, et on essaye de remettre ça un petit peu en place, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est perdu, et c'est dommage, on est vraiment les instigateurs de ce type d'éducation populaire. Donc là, on essaye de remettre ça un petit peu au goût du jour, mais c'est pas facile, c'est une autre façon de communiquer auprès de la population, une autre façon d'échanger sur les sujets, de travailler, et ça demande à se faire un petit peu violence, mais c'est vrai qu'en effet, on a besoin de changer nos façons de communiquer, de pas seulement se limiter à du terrain, à du tractage, mais de changer nos façons de faire. Peut-être aussi communiquer pour un petit peu bloquer les réseaux sociaux en les utilisant, justement, ces fameux réseaux sociaux. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, ils ont aussi cet aspect-là. Il ne faut pas se leurrer. Là, par exemple, une page Facebook, elle ne va s'adresser qu'aux gens qui vous suivent sur Facebook. C'est assez limité finalement. On a une portée, on va dire, si on n'est pas partagé, c'est quelque chose qui ne marche pas. Alors on a au niveau de la CGT sur le département, on a des syndicats, on a des unions locales, et notre union départementale également a une page. C'est chronophage parce qu'il faut l'alimenter. Il n'y a rien de pire qu'un site internet ou une page Facebook qui est pas alimenté, et puis donc il faut des camarades derrière, puis évidemment il faut paramétrer tout ça, il faut filtrer, et puis c'est laisser ça à la main d'un ou deux camarades pour éviter qu'il y ait vraiment tout et n'importe quoi à être mis dessus, même si je crois qu'on peut retirer ce qu'on met, mais voilà, c'est une façon de travailler qui est chronophage, mais qui en effet, en tout cas vis-à-vis par exemple de la jeunesse, est un vecteur important. Mais encore une fois, c'est vrai que ça fait pas tout, parce que ça reste quand même, ça cible quand même une partie de la population qui a fait le choix de suivre la CGT, donc on ne touche pas forcément la partie de la population qu'on souhaiterait toucher. Voilà, ça reste un petit peu une communauté finalement. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui mieux que le terrain, la rue, la distribution de tracts, et puis l'échange, et puis l'initiative porteur de parole, vraiment c'est quelque chose qui a de l'avenir. Ouais. Alors on parle beaucoup de la jeune génération qui s'intéresse beaucoup à la cause commune, on parle de l'environnement beaucoup aujourd'hui, mais aussi le travail, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'appréhender aussi le syndicalisme. Est-ce que là aussi il y a une mutation que la CGT voit venir ou envisage déjà ou pratique déjà ?
nous, la mutation que l'on voit venir, en tout cas l'évolution qu'on voit venir, c'est surtout beaucoup d'individualisme, la perte de la notion du collectif, ce qui fait que nationalement, c'est pas un secret, on est en perte d'adhérents, comme toutes les organisations syndicales. Et donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. J'avais une idée en tête, mais elle m'échappe. C'est donc on a besoin de voilà, c'est ça, c'est la notion de télétravail aussi, donc qui a fait énormément de mal en 2020, dans le sens où chacun s'est retrouvé en dehors de son lieu de travail, tout seul devant son écran. Donc ces gens-là, en fait, on les a perdus finalement quelque part. Donc là, les réseaux sociaux, en tout cas, où les boîtes mail ont bien marché, les newsletters, comme on appelle ça. Mais comment toucher quelqu'un ou lui donner envie de porter des revendications lorsqu'il est chez lui à gérer ses enfants tout en tapant sur son clavier. Donc c'est quelque chose qui nous a impacté, donc il y a en effet là-dessus. Et puis vous avez quand même aussi été au courant du résultat de l'enquête d'opinion sur le télétravail, qui a été lancée par la CGT notamment. Il y a énormément de travailleurs qui ont dit qu'ils souhaitaient maintenir le télétravail avec certaines mesures, avec maximum 2-3 jours par semaine. Mais c'est vrai que ça a changé les mentalités. Et là-dessus, c'est vrai que la CGT en a besoin, nous, peut-être de militer plutôt plus pour le développement de lieux, de plateformes de télétravail, plutôt que ça permettrait d'avoir plusieurs personnes à venir travailler dans un local près de chez eux plutôt qu'ils restent à la maison, ce qui nous permettrait nous de pas faire intrusion dans le domicile privé, mais de pouvoir aller quand même mine de rien sur un lieu de travail. Mais ça reste en effet quelque chose à travailler. Et puis je dirais que la jeunesse, en effet, alors là c'est un petit peu en demi-teinte. Je dirais on aurait été tenté de dire que finalement les jeunes c'était que l'individuel et finalement on n'avait rien à faire des organisations syndicales. Finalement, là encore c'est un raccourci, c'est pas vrai. Là, il y a des jeunes qui s'intéressent vraiment à la question politique, qui ont énormément d'arguments, qui ont la volonté que le monde aille mieux. Et je crois que après c'est encore à nous. C'est vraiment notre boulot d'aller vers ces gens-là et puis de leur proposer de venir nous aider et puis d'échanger sur leurs souhaits et ce que l'on porte et puis de faire le lien entre les deux. C'est là-dessus que l'on va refermer cet entretien. Mathieu Nicole, parce que ça passe vite le matin, il y aurait tant de choses à dire, mais vous reviendrez, c'est promis. Il est 8h57, je rappelle que vous êtes Mathieu Nicole, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Côtes-d'Armor. Vous étiez en direct avec nous ce matin dans la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.